Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour Régis. Bonjour Diane. Quel plaisir de t'avoir comme première invitée, c'est trop génial. Je voulais vraiment que ce soit toi et que mes auditeurs découvrent en premier, parce que tu vas nous parler de sujets qui me sont chers au cœur, notamment en termes de relations humaines. Et du coup, ça c'est très important de démarrer comme première invitée avec toi. Je suis trop honoré, merci beaucoup. On va parler d'émotions aussi. Ouais. Du coup, je te présente, tu veux le faire ? À ta convenance, je me laisse guider. Ça marche. Alors, tu t'appelles Régis Rossi. Depuis 2011, tu es conférencier à destination des managers et dirigeants d'entreprise. Et tu fais le parallèle entre ta passion, l'illusionnisme, et en même temps la clé de réussite d'un manager qui réside dans son quotient émotionnel. Depuis le démarrage, tu as fait plus de 900 conférences, donc tu fais partie des plus grands conférenciers de France et tu as aussi bien des PME que des grands groupes, que des entreprises du CAC 40. Est-ce que ça te va ? Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses ? Ouais, merci, ça c'est élogieux. Oui, je ne m'adresse pas uniquement aux managers et aux dirigeants. Je m'adresse aussi aux équipes et puis même parfois aux professions libérales. J'interviens de plus en plus, alors ce n'est pas mon objectif au départ, mais c'est comme ça, à des pharmaciens, des médecins, des experts comptables, des notaires, des avocats. Donc, les professions libérales sont aussi une part de plus en plus importante de l'auditoire que j'ai la chance de rencontrer. Donc, on va parler d'illusion. Enfin, en tout cas, tu vas nous parler d'illusion, tu vas nous parler d'autres sujets. Est-ce qu'on peut raconter comment on s'est rencontrés ? Ah oui. Parce que ça date pas d'hier, c'est pas venu comme ça. Alors c'est une petite anecdote perso-pro, puisque en début 2015, en fait, je cherchais deux personnes. D'un côté perso, je cherchais un magicien pour l'anniversaire des 7 ans de ma fille, et puis d'un côté pro, j'organisais des congrès pour nos clients pharmaciens et je cherchais un invité mystère. Et du coup, j'ai commencé un midi par t'appeler. Je t'ai trouvé sur Internet en me disant ça y est, ça va être le bon magicien. Et puis au final, tu m'as dit bah non, ta carrière est en train de tourner, les anniversaires enfants, tu fais plus. Par contre, tu te diriges vers d'autres types de conférences. On a parlé pendant toute ma pause d'âge. Et au final, ça a super bien fité. Et je me suis dit, bon, j'ai pas trouvé mon magicien, mais j'ai trouvé mon invité mystère pour le congrès de fin d'année. Et je regrette pas parce que ça a été un super succès. Alors, tu m'as aussi trouvé un de tes confrères magicien pour l'anniversaire de ma fille qui s'est super bien passé aussi. Donc, j'étais gagnante ce jour-là. Une belle rencontre à l'époque. Oui, moi aussi, j'étais gagnant, effectivement. Tu me disais en préambule que j'ai commencé en 2011, mais il faut bien se dire qu'en 2011, quand je quitte le grand groupe dans lequel j'étais, pour me lancer dans les conférences et utiliser l'art de l'illusionnisme pour venir parler d'art managérial, de communication relationnelle, évidemment que j'étais convaincu du potentiel de ce que j'avais à dire et à offrir. Mais la réalité était beaucoup plus cruelle parce que quand j'allais toquer aux portes des directeurs marketing, des directeurs de communication, des DRH, des dirigeants, et que je leur expliquais le concept, évidemment, comme il n'existait pas, les gens ne comprenaient pas. Pour eux, un illusionniste est là pour divertir et non pas pour faire réfléchir. Et donc, il m'a fallu du temps, vraiment beaucoup de temps, des années, pour pouvoir réussir. Et donc, évidemment, à cette époque, 2011, 2012, 2013, 2014, pour vivre, parce qu'à un moment donné, il faut aussi vivre, il faut se nourrir, je continuais mes prestations de magie qui, elles, de mentalisme, de pickpocket, qui, elles, connaissaient un essor très singulier. Mais mon objectif, c'était vraiment de réduire la voilure et de me lancer, évidemment, dans les conférences. Et c'est vrai, je me rappelle très bien de cet appel, parce que quand tu m'avais appelé, tu m'avais envoyé un email. Et dans l'email, j'avais vu que en signature, Diane Cantan,
responsable marketing de l'OCP. Je ne savais pas ce que c'était l'OCP, ou de ouais. Pharmactive, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai vu responsable marketing. Et donc, évidemment, je suis toujours parti du principe que plus tu tentes ta chance, plus tu as de chance. C'est là que je t'ai parlé de cette casquette de moi. Et puis, Et tu as bien fait. Voilà, il y a eu un écho et ça a été extraordinaire. Ça, et d'ailleurs, c'est drôle de remarquer que à partir de 2014, ça a été vraiment pour moi le décollage. Et très rapidement, je n'ai plus fait de prestations de magie, plus du tout. J'ai dit non des centaines et je redis non encore aujourd'hui. Ouais. Voilà. Non, bah, c'était en plus un bel auditoire à l'époque, hein, plus de 500 personnes. Ils ont tous été ravis. Et depuis, donc, on a gardé contact. J'ai suivi aussi la sortie de tes 2 livres avec tes confrères co-auteurs. Alors, mon podcast se nomme Marqueur et aborde le marketing durable, puisque le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des PME. Et que quand on fait le marketing avec le cœur, eh bien, on embarque tout le monde de façon plus durable. Alors, ça t'inspire quoi, toi, ce nom de podcast ou marketing durable? Je suis fan, je souscris et je dis, et je ne réduirai pas au marketing seulement. Hein. Je dis, quand on fait les choses avec le cœur, il y a de grandes chances que le monde des possibles s'ouvre. Donc, moi, je suis ravi de voir que tu t'es emparé de ce sujet qui aujourd'hui est crucial, hein, parce que la société a changé. C'est pas elle a changé, elle s'est transformée ces 10 dernières années et elle continue de se transformer à des rythmes de plus en plus effrénés. Donc, je suis de voir que, évidemment, ça n'est pas un sujet uniquement pour les grands groupes, le CAC, les grandes entreprises, mais que ça devient aussi un sujet prépondérant pour les entreprises, les petites entreprises, les TPE. C'est un sujet qui nous concerne tous, et les citoyens, évidemment. C'est bien mon objectif, hein, de pouvoir informer l'ensemble des plus petites structures, mais qui font partie des plus grand nombre de sociétés en France, hein, les PME, et pour qu'on bouge, en tout cas pour que ça bouge. Alors, ton sujet, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, rentrons direct dans le sujet. Qu'est-ce que c'est? Oui, l'intelligence émotionnelle, si on peut le traduire très simplement, je dirais que c'est cette capacité à décider avec son cœur, hein, pour reprendre voilà, à communiquer également avec son cœur, à percevoir le monde avec son cœur. En réalité, alors pas avec son cœur uniquement, mais de faire le lien entre l'esprit et le cœur, parce que nous sommes des êtres émotionnels, que les émotions, on le sait aujourd'hui, qu'elles ont un pouvoir important sur nos prises de décision, sur notre manière de communiquer, sur notre manière de percevoir le monde. Donc, il faut bien prendre en compte les émotions, comprendre ce qu'elles ont à nous dire, et c'est comme ça qu'on arrive à créer des relations durables, efficaces, parce que, évidemment, le but, c'est ça, hein, de se nourrir et de nourrir l'autre. Oui, parce qu'au final, en entreprise, on est quotidiennement confronté aux émotions des autres avec d'annonces de projets, d'annonces de fin de projet, d'annonces d'embauche, d'émissions. Il y a de plus en plus aussi de burn-out, de complexité comme ça. Donc, il y a besoin de savoir gérer ces émotions-là. Et du coup, à travers tes conférences, toi, tu arrives à donner quelques clés ou une autre ouverture d'esprit? Oui, moi, l'objectif, c'est vraiment d'amener les gens à se réinterroger sur leur propre pratique, à se re-questionner à l'aune de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important. C'est un travail avant tout individuel. C'est de montrer vraiment voilà, tout le champ qui couvre l'intelligence émotionnelle. Et donc, évidemment, quand je le présente non pas de manière académique, mais de manière expérientielle. Hein. Je fais des interventions qui sont très interactives, où je fais des expériences avec mon auditoire, avec des personnes qui viennent sur scène, et on va comprendre quel est le processus cognitif émotionnel qui me permet de réussir. Et alors que le public, l'auditoire pense que j'ai des compétences, un savoir-faire, des qualités très techniques, ils vont s'apercevoir que oui,
C'est vrai, mais ce n'est pas seulement grâce à ça que j'ai réussi à atteindre mon objectif, mais grâce à ma capacité à développer de l'empathie, de la confiance, de la coopération, de l'écoute, de l'attention. Et ce sont des leviers, évidemment, qui aujourd'hui sont essentiels en entreprise. Et donc, l'idée pour moi, voilà, c'est de faire ces parallèles, de faire ces analogies. Oui, et alors c'est aussi hyper important, hein, l'empathie, tu viens de le citer. Pour moi, un marketeur, il se doit d'être empathique, c'est juste la base, hein, de comprendre sa cible, d'affiner son offre. Est-ce que tu as quelques conseils à donner pour les équipes marketing qui nous écouteraient sur cette notion d'empathie ou de comprendre sa cible? Ouais. Pour être en empathie, il faut être en écoute. Pour moi, le marqueur le plus important, c'est l'écoute. Et d'ailleurs, surtout pour un marketeur, hein, mais pas seulement. Hein, mais quand on est marketeur, évidemment, on doit écouter son environnement. Écouter son environnement. Alors, on a des outils quand on est marketeur. Hein. Moi, quand j'ai commencé à 21 ans, au relais de mon DSS de marketing, je me suis mis tout de suite dans un institut d'études. Et je voulais écouter les gens, je voulais écouter, comprendre ce qui les pousse à consommer tel ou tel produit, à consommer. Je travaillais pour le tabac, j'ai jamais fumé, mais je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière tout ça. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand on a cette volonté d'écouter, d'entendre ce qui est dit, évidemment, on va développer le souci empathique, de comprendre le point de vue de l'autre. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on s'ouvre davantage. Et quand on s'ouvre davantage, évidemment, eh bien, il y a beaucoup de solutions qui se posent. Et donc, après, à nous de concevoir des offres qui correspondent à des attentes qui sont exprimées ou non. Hein. Et d'ailleurs, les meilleures offres sont souvent pour des attentes qui ne sont pas exprimées. D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Ça a marché effectivement comme ça. Alors, oui. tu l'as cité, tu as un DESS de marketing et stratégie, donc tu as commencé aussi par le market, donc c'était un autre point commun. Est-ce que à l'époque, pendant les études, la notion de marketing durable était évoquée? Absolument pas. Non. Développement durable, la première fois que j'ai entendu ces mots, j'étais à la direction de la stratégie d'un très grand groupe. Et donc, c'était en peut-être 2006-2007. Moi, j'ai fini en 2001. Donc, le développement durable, l'éco-responsabilité, la RSE, non. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'était déjà même pas le démarrage du digital. Oui, c'est vrai. À l'époque d'école de commerce, donc forcément, le marketing durable, on en était encore loin. Oui, on n'en parlait pas. Comme on parlait très peu du développement du numérique. Ben, c'est ça. On en parlait très peu. Ça restait assez abstrait. Il n'y avait pas de direction du développement numérique dans les groupes. Donc, alors la RSE, encore moins. Ouais, non, c'est une évidence. Alors que maintenant, il faut que ça soit abordé dans tous les cours, dans les écoles, dans les plus petits, en fait, cette notion-là qui doit être logique. Oui, il y a une prise de conscience planétaire. Non, mais c'est vrai. C'est cette prise de conscience qui amène effectivement les consciences à s'éveiller sur ce sujet. Donc évidemment, aujourd'hui, en tant que citoyens même, nous avons une responsabilité, mais même nos enfants. Moi, mes enfants, très tôt, m'ont amené à avoir des éco-gestes. Voilà. Et donc, je suis ravi de voir que voilà, c'est quelque chose qui commence dès la plus petite enfance. Oui, complètement. Alors, tu parles d'un éco-geste, du coup, on peut en profiter. Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais partager avec nous, d'éco-gestes que tu fais justement avec tes enfants? Oh, alors, il y en a beaucoup à présent. Alors, un que je fais, que tout le monde peut faire, qui est très facile à mettre en œuvre, c'est lorsque je me balade dans des parcs, dans des forêts, j'ai toujours avec moi un petit sac plastique pour ramasser les déchets environnementaux que l'on peut trouver ici ou là. Et donc, on le fait en famille, donc c'est toujours très agréable. Il y a un sentiment d'utilité publique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sac, évidemment, on ne le jette pas.
on le donne à un inconnu, à quelqu'un qui passe quand on repart, quand on quitte le parc. La patate chaude. Voilà, c'est ça, on redonne la patate chaude. Il y a quelqu'un. On dit voilà, et c'est intéressant parce que c'est pas finalement, je vais le faire avec mes enfants. Mes enfants sont avec moi, donc il y a une espèce de pression, vous voyez, pour le parent qui est là. C'est difficile pour lui de dire non. Et il va s'engager. Et d'ailleurs, je m'adresse souvent à des parents qui ont des enfants également. Pour avoir ce côté transmission à responsabilité. Oui, puis les enfants s'emparent très facilement du sujet. Et puis ils trouvent ça ludique. Ah, c'est intéressant. Et donc voilà. Et donc je donne ce sac. Et ce sac, voilà, voyage de bras en bras. Et je me dis, c'est une bonne manière de pouvoir prendre soin de notre environnement. Okay. Sans que ça nous coûte. Oui. C'est pas compliqué de faire ça. Et on peut le faire tout le temps. Faut pas je vois souvent des actions qui sont faites 1 à 2 fois par an. On va dans un bois. Mais non. Ouais, ça peut être tous les week-ends. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ouais. Alors justement, ça me fait rebondir sur ce côté, est-ce qu'on communique, puisque c'est souvent le cas où les mairies, les collectivités ou des marques vont communiquer autour de ces actions. Est-ce qu'il y a des campagnes de pub? Est-ce que tu as des histoires d'entreprises qui t'ont inspiré récemment en lien avec ces actions d'environnement ou de marketing durable? Des campagnes de pub, là, je suis pas un bon client, Diane, je suis désolé. Je sais pas la télé, chez moi, je regarde très très peu la télé puisque je ne l'ai pas. Donc, les seules pubs que je vois, c'est quand je vais au cinéma. Voilà, donc j'ai pas eu là, il y a rien qui me vient. Non, ce que j'avais apprécié, c'est que le groupe La Poste, très tôt, s'était emparé du sujet et avait fait de sa flotte de véhicules, une flotte de véhicules électriques. Voilà, c'était l'ambition d'être un des pionniers sur le sujet. Et je crois qu'ils ont la flotte, peut-être au monde, en tout cas en Europe, ça c'est certain, mais la plus importante. Et voilà, et je pense que plus que les belles paroles, j'aime bien les belles preuves. Donc ça, c'en est une. Et ça, c'est hyper important, de faire de la communication responsable justement avec les preuves. C'est ce qui permet d'éviter aussi de faire du greenwashing. Et c'est aussi ce que t'amènes toi avec l'équivalent de preuves factuelles avec ce qu'on ressent au niveau des émotions. Bien sûr. Pour moi, il y a un vrai parallèle d'ailleurs sur le sujet. C'est intéressant. En t'écoutant, je me dis que c'est exactement la même chose dans les processus relationnels. On parle beaucoup de bienveillance, d'écoute, de confiance, qui parfois sont des mots même galvaudés. C'est un peu ça, parce qu'on parle tout le temps de bienveillance et ok, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est mignon, tout le monde se dit être bienveillant, mais en fait, dans la vraie vie, ça ne l'est pas dans les entreprises. Donc, comment tu gères toi la bienveillance, elle est essentielle, mais on a confondu la bienveillance et la gentillesse, ou le monde des bisounours, comme tu dis. La bienveillance, il faut revenir aux racines latines, c'est bona vigilantia. C'est la bonne vigilance. C'est l'attention que j'ai moi vis-à-vis de l'autre et que l'autre a vis-à-vis de moi. Donc c'est cette dualité, vous voyez, comme la confiance. Et évidemment, quand il y a un pacte qui est noué entre deux acteurs, mais entre une équipe également, eh bien, nous prenons soin les uns des autres. Et donc, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de recadrage qui ne sont pas faits. Quand c'est nécessaire, ils sont faits, mais ils sont faits sur des choses factuelles, pas sur l'être humain. Dès qu'on attaque la personne, ça devient complexe. Et donc la bienveillance, évidemment, c'est de faire attention à cela. Et donc, quand on arrive à la co-créer dans une organisation, je peux vous assurer que l'organisation performe. Donc elle est nécessaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs viennent parler de bienveillance et ne le sont pas eux-mêmes. Et donc, du coup, ne sont pas congruents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Et ça pose un vrai problème. Oui, ça pose un problème. Toi, tu le rencontres humainement ou personnellement, mais ça pose un problème au niveau des marques aussi et de l'image donnée. Et c'est là où on arrive du greenwashing dans la communication. C'est quand ce qui est censé être affiché, ou alors il n'y a pas de preuves qui sont clairement énoncées dans une campagne de pub, que ce soit télé, radio ou en affichage, parce
Parce que même si tu n'as pas la télé, tu te balades dans la rue, tu vois des 4x3 ou sur le smartphone. Mais effectivement, c'est là où il y a cette notion de responsable avec ce côté factuel. Donc, soyons droits dans nos bottes, on va dire, au niveau de l'entreprise par rapport à l'image qu'on veut redonner aussi, quoi. C'est un peu ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, quand on fait de la com aussi, c'est important de faire appel aux émotions, à faire ressentir les choses et pourquoi, au niveau de l'humain, on a besoin de ces émotions dans la communication. Oui, alors là, les neuroscientifiques ont permis aux marketeurs de comprendre comment le cerveau fonctionne. Et on sait aujourd'hui qu'un message est d'autant plus mémorisé qu'il est actif sur 3 dimensions cognitives clés. La première de ces dimensions, c'est l'attention. Or, aujourd'hui, notre attention est malmenée aujourd'hui, très difficile. Un cadre est coupé toutes les 11 minutes dans son travail. Nous sommes les champions de l'ultra-connectivité. Et donc, pour qu'un message puisse passer, il faut une attention forte, une attention qu'on appelle exclusive. Ça, c'est le premier marqueur. Et on le voit bien, que d'avoir une attention forte et exclusive, c'est un véritable défi. Le deuxième, c'est les perceptions. Tu parlais de l'empathie tout à l'heure, les perceptions. Toi et moi, on peut avoir une perception très différente d'une même réalité qui peuvent nous entraîner vers le conflit. Alors que tout le monde a raison. Mais si je ne fais pas l'effort de comprendre ton point de vue, et si toi, tu ne fais pas l'effort de comprendre le mien, évidemment, on ne va pas se comprendre. Et d'ailleurs, 80-90% des conflits que je rencontre quand je fais des diagnostics viennent de cela, de perceptions différentes. Ils ne se sont pas écoutés. Mais non, ils ne s'écoutent pas. C'est pour ça que je parlais de l'écoute tout à l'heure et de l'attention. Ils ne s'écoutent pas et donc chacun reste campé. Mais à partir du moment où on s'ouvre, où on essaie d'écouter l'autre sans l'interrompre, eh bien évidemment, c'est un nouveau champ qui se dresse devant nous qu'on n'avait pas forcément exploré au départ. On pourrait faire le parallèle sur les débats politiques. Est-ce que, et je le demande aux auditeurs, mais je te le demande à toi, est-ce que vous avez déjà rencontré un jour un débat au cours duquel un militant, de n'importe quel type de parti, dit à un autre militant d'un parti adverse, « Ah, mais c'est intéressant ce que vous venez de me dire. Effectivement, je n'avais pas exploré ce point de vue-là. La question mérite d'être soulevée. » Mais non, parce que tout le monde juge tout le monde. On n'est pas dans l'échange constructif, on est dans l'opposition. Et c'est tellement ancré en nous, cette idée d'opposition, parce qu'on est tous issus du pays de l'esprit critique. Donc, avoir de l'esprit, c'est presque être critique. Mais on ne construit rien, on ne fabrique rien dans un tel état d'esprit. Ouais, et pour autant, je pense que la critique est hyper importante, mais à partir du moment où elle est constructive et où elle est positive, c'est-à-dire elle est dans le bien de l'autre, en tout cas dans cet esprit-là. La critique, elle est constructive quand on a réussi à créer un climat de confiance. Il y a un lien. Mais je peux vous assurer que notre cerveau déteste la critique. Quand quelqu'un vient vous critiquer, vient vous attaquer, ce que vous développez, en fait, c'est le lobe préfrontal. Le lobe préfrontal, c'est la partie du cerveau qui fait que nous voulons décider de notre propre comportement. Et quand on est face à ça, on rentre immédiatement en opposition. Donc, avant de critiquer, il faut pour entendre une critique, pour qu'elle soit constructive, il faut avant toute chose se sentir fort, avoir conscience de toutes ses forces et d'avoir réussi à construire ce climat de confiance. Toi et moi, parce que nous avons des expériences passées, parce que nous avons eu des preuves de la qualité de notre relation, eh bien, nous allons entendre la critique qui nous sera faite. Mais moi, une critique d'une personne que je ne connais pas ou qui m'indiffère, peu importe si elle est juste ou non, je ne l'entendrai pas parce que mon lobe préfrontal est activé. Ouais, donc il faut cette notion de confiance. Alors tu as cité aussi le fait un peu de se mettre à la place de l'autre, et c'est vrai que quand on
des marketeurs, c'est juste la base. Enfin, moi, c'est toujours ce que je dis depuis toujours. Quand je donne des cours aussi, c'est exactement ce que je dis. On a besoin de se mettre à la place de l'autre. Alors, c'était quand, toi, la dernière fois que tu t'es mis à la place de l'autre? Moi, c'est mon quotidien, j'ai envie de dire. J'ai le souci empathique, c'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre pourquoi les personnes réagissent de telle ou telle manière et qu'est-ce qu'il y a derrière les mots qui souvent cachent des actes. Et donc, la dernière fois, c'était pas plus tard que ce matin. J'ai fait une réunion ce matin pour une conférence que je vais donner dans quelques semaines, et j'étais avec un office HLM, un office habitat, et donc là, c'est une intervention devant l'ensemble des collaborateurs. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre, voilà, quels sont les messages qu'ils souhaitent véhiculer, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent véhiculer ces messages, quelle est leur histoire, et donc d'essayer de me mettre à la place de mon auditoire en me disant, mais finalement cet auditoire, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre, et qu'est-ce qui le sensibilise. Et donc à partir de là, évidemment, ça me permet moi d'être beaucoup plus fin dans l'intervention et dans ce que je vais dire. Et tu sais que du coup, tu auras un discours qui sera adapté, approprié, parce que tu auras bien préparé, anticipé et travaillé justement ta cible, quoi. Moi, je ne peux exister en tant que conférencier que si l'auditoire repart en se disant « cette intervention m'a été utile ». Et il faut que ce soit le cas pour l'ensemble des personnes. C'est là que c'est complexe, parce que quand vous intervenez, par exemple là, si je reprends ce cas spécifique, je suis face à des cadres dirigeants, à des cadres intermédiaires, à des agents de maîtrise, à des agents. Donc, j'ai des personnes qui ont des attentes très, très différentes. Et donc, il faut réussir quand même à pouvoir répondre à ces attentes. Si la moitié des gens se disent j'étais pas concerné, ça ne m'a pas parlé, je peux reprendre ton sac à dos et rentrer chez toi. Et rentrer chez moi, tout à fait. Ouais. Tu parlais d'attention aussi. Comment est-ce qu'on peut être plus attentionné avec son client, ou sur quel type de client finalement on peut avoir cette attention? Oui, moi je pense qu'il faut être attentif à son environnement et à sa relation, quelle qu'elle soit, quelles que soient les parties prenantes. Il faut déjà être attentif dans sa vie personnelle. C'est la base. Et moi, je suis toujours très intéressé de rencontrer les gens dans leur vie privée, parce que on voit si évidemment il y a congruence ou pas. Et donc, alors évidemment, vous allez me dire, mais ça vous arrive souvent? Non, c'est extrêmement rare, hein, c'est vrai, mais ça peut m'arriver de temps en temps. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est d'observer également la manière dont les gens parlent à leurs équipes. Et ça, c'est incroyable, hein, parce que quand vous observez, très très rapidement, vous pouvez faire une analyse qui est très souvent juste. Donc, je dirais déjà, être attentif, c'est d'être dans l'observation. L'observation, c'est savoir se taire. Et donc, ça, c'est important. Les gens parlent beaucoup. J'invite les gens à pas ne plus parler, mais à moins parler et à observer, à écouter, à vraiment à regarder. Quand on s'intéresse à la communication non verbale, évidemment, on se tait et on observe et on analyse, on écrit. C'est comme ça qu'on devient petit à petit un champion de la communication non verbale. Donc, je dirais, voilà, apprendre à observer. Je dirais également de couper ses écrans et d'être en attention, comme on le fait là. On a commencé, alors parce que c'est un podcast, mais en fait on l'a commencé depuis qu'on s'est retrouvés. On coupe le téléphone, on se met en mode avion et on est dans une qualité relationnelle forte. Si on ne fait pas ça, eh bien le téléphone sonne, on va décrocher, on va répondre à SMS. Évidemment, la qualité de la relation n'est plus la même. Et donc, si on veut, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, il faut que ce temps soit un temps de qualité. C'est très beau.
Tu parlais des parties prenantes. Il y a effectivement l'attention aux clients quand on fait du market durable ou de la communication responsable. Mais il y a le premier client, finalement, c'est aussi le collaborateur, c'est l'interne. C'est l'équipe interne, donc le dirigeant ou les dirigeants qui nous écoutent ou les responsables marketing ou autres directions qui nous écoutent. Comment on peut gérer cette attention ou sur quel moment clé de l'entreprise un manager peut gérer l'attention aux autres? Pour moi, c'est du quotidien. C'est tous les jours. C'est-à-dire que la confiance, c'est quelque chose. La confiance, c'est toujours je dis toujours que c'est une prise de risque. Hein. On prend le risque de donner sa confiance. Je dis toujours aux managers que je rencontre, parlez de votre confiance. Dites que c'est un joyau que vous confiez aux collaborateurs et vous leur demandez à eux, les collaborateurs, de vous confier également ce joyau. Et qu'on a une responsabilité collective d'en prendre soin. Parce que si on le fait tomber, ce joyau, il se casse. Et ça va être très compliqué de recoller les morceaux. Quand on arrive, et quand on a compris ça, c'est simple, hein, mais encore faut-il que ce soit mis en place. Quand on a compris ça, on comprend qu'en réalité, c'est du quotidien. Il y a c'est Sponville qui disait, un grand philosophe, qui disait aux managers, prenez soin de vos salariés prendront soin de vos clients. Et c'est vrai. Donc je pense que il faut ouvrir des espaces de dialogue. C'est surtout ça qui est important, d'ouvrir des espaces de dialogue où les gens peuvent s'exprimer, peuvent dire ce qu'ils ressentent. Et quand vous ouvrez des espaces de dialogue, vous avez ces ressentis, ces émotions qui ressortent et qui vont vous permettre à vous de bien driver votre communication interne. Et qu'est-ce que font les grands groupes? Ils font un bilan social par an, donc une petite enquête, et hop, et ils basent toute leur communication sur cette enquête sociale. Et c'est pas suffisant. Et puis c'est tronqué. Donc, et moi qui viens du domaine des études, j'ai très vite compris quelles étaient toutes les limites de toutes les études qui sont faites, même les études qui sont pas quantitatives, des études qualitatives. Et donc, voilà, pour moi, ça c'est vraiment essentiel de le travailler au quotidien. Et quand c'est fait au quotidien, parce qu'il y a de plus en plus d'organisations qui le font et qui s'emparent de ces outils-là, c'est extraordinaire. Parce que, évidemment, vous renforcez l'engagement des collaborateurs, l'envie de contribuer à la réussite collective de l'organisation à laquelle vous appartenez, l'employabilité également, et puis l'envie. L'envie, aujourd'hui, on va rejoindre des personnes. Je ne crois pas qu'on rejoint des entreprises. Je crois qu'on rejoint surtout des personnes qui nous inspirent. C'est un peu ça. Ouais. Et je pense que on a tous un rôle à jouer dans l'inspiration. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on doit être inspirant. Et au-delà d'inspirant, c'est aussi donner du sens. On voit les jeunes générations ou même, peu importe, toutes les générations dans leur job d'aujourd'hui, il y a aussi cette quête de sens et qui a un lien finalement avec l'environnement dans lequel on est, le futur de la planète ou toutes les évolutions qui doivent se faire. L'entreprise doit bouger au niveau de son offre, bien sûr, mais doit aussi se reposer les bonnes questions pour ses équipes, pour ses collaborateurs face à cette quête de sens. Elle a un engagement sociétal. Elle a un engagement sociétal, l'entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, qu'elle n'avait pas il y a 15-20 ans. Donc, une entreprise devait gagner de l'argent, nourrir ses salariés, ses actionnaires. Elle doit toujours en gagner. Bien sûr qu'elle doit en gagner, mais ça ne suffit plus. Ouais, ça ne suffit plus. Donc, évidemment, le sens est important. Et c'est vrai que, il faut bien le dire, hein, c'est la jeune génération qui est venue apporter ce sens. Moi, quand je suis sorti de mon DESS, mais je parle de moi, mais je parle de toute ma génération. La nôtre. Personne ne se préoccupait de la question de sens. Non, ce qu'on voulait, c'était un CDI, un certain salaire, une grande entreprise. C'était à peu près tout. Si on cochait ces 3 cases, on était heureux. Enfin, on pensait l'être. et voilà. Et on a compris que, évidemment, ça suffit pas. Ça ne suffisait pas. Ouais.
On pourrait papoter comme ça pendant des heures. Du coup, moi, je retiens clairement plein de mots. L'attention que tu as cité, la quête de sens, j'ai beaucoup aimé cette notion de joyau et il faut en prendre soin. Et c'était important pour moi de te faire intervenir comme première invitée justement pour parler de cette empathie, de cette intelligence émotionnelle qui fait que il y a en premier lieu les équipes, le joyau de l'entreprise, les collaborateurs, un manager inspirant ou un dirigeant inspirant, visionnaire ou qui peut être aussi un côté exemplaire, on va dire, et en même temps, du coup, une offre de produits ou de services qui va être aussi inspirante pour un certain nombre de clients et les parties prenantes. Et cette notion de co-construction, d'impliquer tout le monde. Oui, je crois que on n'achète pas uniquement un produit, on achète évidemment ce qu'il représente, ses valeurs, son engagement, et évidemment on déteste la dissonance, donc on va aller choisir des produits, des services qui nous ressemblent. Forcément. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter ? Non, je suis ravi de cet échange. C'est toujours intéressant parce que ça nous permet également d'éveiller et de nous dire toujours, d'être toujours dans une amélioration continue. Mais qu'est-ce que je peux faire demain ? Et ce que j'aurais envie de dire aux auditeurs, c'est quel est le premier petit pas que je suis prêt à faire après une écoute d'un podcast comme le tien. Voilà, quel est le premier petit pas que je vais faire demain. Et c'est comme ça qu'on bâtit des grands empires, toujours par un premier petit pas. Merci beaucoup, Régis. Dernière question, est-ce que tu penses à un invité que je pourrais convier à mon prochain épisode ? Alors, sur ton sujet, écoute, je pense que tu pourrais contacter Benoît Lebeau, qui travaille au ministère de la Transition écologique, qui est un passionné de ces sujets environnementaux. Ce serait un honneur s'il acceptait. Voilà, qui travaille depuis des décennies sur le sujet. C'est un des spécialistes mondiaux, passionnant. Et donc, on verra si le marketing l'inspire. Exactement. Ok, top. Et en tout cas, merci beaucoup, Régis. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, comme toujours. Mais là, de le faire partager aux auditeurs, c'était un souhait. Et donc, un grand merci. C'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi. À bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.